Voilà donc, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, internautes et auditeurs du groupe Média du Sud, bienvenue dans votre émission Les Grandes Lignes. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être reçus par Noha Cissé. Noha Cissé qui est notre invité du jour dans Les Grandes Lignes, une figure emblématique de la Casamance, pour ne pas dire du Sénégal, qu'on ne présente plus. Noha Cissé, il est historien, membre du GRPC, groupe de réflexion pour la paix en Casamance, mais également médiateur au niveau de l'université Assane Seck de Ziguinchor, membre du comité scientifique de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, mais Noha Cissé également est ancien président du Casasport, le club Fagnon du Sud. Vous savez, nous sommes le 21 septembre 2024. Ce jour, tout le monde entier a célébré la journée internationale de la paix. Occasion pour nous de faire un diagnostic justement de ce processus de paix en cours ici en Casamance. Pour en parler, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir dans cette émission M. Noha Cissé. Monsieur Cissé, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans Les Grandes Lignes. C'est moi qui vous remercie, surtout pour me faire l'honneur et le plaisir d'être l'invité de cette émission. Tout le plaisir est pour nous. Je vous le disais tout à l'heure, le 21 septembre, ça marque la journée internationale de la paix, célébrée partout ailleurs. En Casamance, nous ne sommes pas en reste. Casamance qui est marquée par un conflit en 1982-1924, voilà donc 2024, voilà donc 42 ans que débutait le plus vieux conflit armé de l'Afrique de Abdou Diouf à Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en passant par Maître Abdoulaye Wade et Macky Sall. Chaque chef d'État a sa manière de gérer ce conflit. Après tout, maintenant, nous sommes dans un moment où nous parlons de processus de paix, où nous parlons de paix en Casamance. Dites-nous, Monsieur Cissé, quelle est la situation actuelle dans le cadre de cette recherche de paix, pour ne pas dire de processus de paix, dans ce conflit en Casamance? Écoutez, la situation actuelle est une situation de pacification du conflit en Casamance. Il faut dire que pendant près de 40 ans, la gestion a été très compliquée, très difficile. Chacune des parties ayant eu le sentiment peut-être de gagner le conflit par les armes. Et c'est heureux que déjà au début des années 2010, on ait pu constater que les autorités étatiques ont appelé à la paix des braves, en considérant qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Et dans une situation pareille, bien entendu, il faut aller vers la paix. C'est ce qui s'est progressivement matérialisé avec les deux accords importants que nous avons connus ces 2 dernières années. Il s'agit des accords de Cabrousse avec la faction dite de Yakaï et les accords de Bissau avec le chef de guerre César Atoute Bayat et ses hommes. Oui. Donc, s'il y a eu un long processus fait quelquefois d'incertitude, mais au finish, bien sûr, la raison a fini par l'emporter par toutes les deux parties qui ont fini par se retrouver autour d'une table de négociation. Même si par ailleurs, elle n'est pas encore complète, parce qu'il y a les éléments éclatés du Sud à la suite, bien entendu, des opérations de sécurisation qui ont été menées le long de la frontière avec la Guinée-Bissau. Ces éléments sont épars aujourd'hui, mais nous avons également le chef de guerre Salif Sadio et ses hommes qui sont dans la nature. Voilà un peu la situation, mais globalement, on peut considérer que la paix est en train de s'établir progressivement en Casamance. C'est sûr. C'est vrai que ce conflit, on ne peut pas revenir tout au long de l'histoire de ce conflit, mais dites-nous, Monsieur Cissé, réellement, quelles ont été les motivations de ce conflit au départ? Comment vous l'avez vécu? Quelles ont été les réelles motivations jusqu'à ce qu'on arrive à dire qu'on a un conflit armé en Casamance? Écoutez, c'est très compliqué. En parler en une émission, bien entendu, ça peut être très fastidieux. Mais on peut globalement repérer quelques éléments importants qui expliquent pourquoi est-ce qu'on en est arrivé véritablement à l'éclatement de ce conflit en Casamance. Je pense qu'il faut chercher
les causes en partie dans la colonisation du Sénégal, le système colonial tel que les Français effectivement l'ont établi ici, en introduisant la culture de l'arachide et en faisant du centre-ouest du Sénégal, le bassin arachidier, le Sénégal utile, les autres régions bien entendu ayant été laissées pour compte. Il faut également trouver les raisons de cette situation que la Casamance a connue dans cette séparation de la Casamance d'avec le bloc massif du nord du Sénégal par la Gambie. Cela également a particulièrement renforcé l'enclavement de la Casamance. Oui. À cela s'ajoute le fait aussi que les Français avaient la prétention de la conquête et de la pacification. La conquête et la pacification ont été très faiblement réussies au niveau de la Casamance, particulièrement la basse Casamance, où les résistances se sont prolongées, bien entendu, jusqu'au XXe siècle avec la résistance de Aline Sitoé Diatta dans le Kassa. Oui. Ça, c'est la partie histoire, véritablement, des causes que l'on peut trouver dans la colonisation du pays. Mais cela se prolonge et va rattraper le Sénégal post-colonial dans le cadre d'une administration qui avait pu paraître relativement distante de la région de Casamance, au point que des Casamancés se sont sentis sénégalais à part. Je crois que ça, c'est un élément important. On peut considérer également que des questions importantes vont rattraper la gouvernance du pays. Il s'agit des questions foncières. Dans le cadre, effectivement, de l'urbanisation d'une ville comme Ziguinchor, par exemple, les lotissements qu'il y a eu dans les années 70 en particulier ont créé beaucoup de frustration et autres, et des populations se sont mobilisées véritablement pour lutter contre cela, mais sans que des réponses appropriées soient appliquées vraiment à ces revendications. Oui. Enfin, il y a ce qu'on peut appeler les éléments déclencheurs du conflit. Au niveau de ces éléments déclencheurs, il y a les contestations scolaires, dont la grève du lycée Niabo de Ziguinchor de janvier 1980. Oui. Mais il y a également, bien entendu, au plan sportif, les grosses frustrations nées de la finale de la Coupe du Sénégal entre la Jeanne d'Arc de Dakar et le Casa Sport, ayant entraîné, comme on le sait, des sanctions inédites dans le milieu du football sénégalais, c'est-à-dire la radiation à vie de Bokandé. Cela a eu un impact déjà sur des populations qui se sentaient, comme j'ai dit, relativement marginalisées, etc. Et ce genre de mesures particulièrement uniques, effectivement, ont contribué à renforcer le mécontentement. Je crois que tout cela a constitué des ingrédients qui ont amené, ont amené à la marche, qui était une marche vraiment bon enfant, etc., ce fameux 26 décembre, mais progressivement, qui s'est transformé, bien entendu, en une revendication politique, l'indépendance de la Casamance. L'indépendance de la Casamance. Ça a été une longue histoire, une page sombre, allons-nous dire, de l'histoire de la Casamance, pour ne pas dire du Sénégal, en grosso modo. Vous étiez, en vous écoutant parler, on sent que vous étiez témoin de beaucoup de faits dans cette crise en Casamance. Dites-nous, comment vous avez vécu en votre personne cette crise, Monsieur Noah Cissé? Je l'ai vécu avec beaucoup de douleur, parce que je suis natif de la Casamance. Et la Casamance, effectivement, a eu mal, et la solution qui a été trouvée à cela, c'est la prise d'armes. Donc j'ai été mal pour cela. J'ai été davantage mal et malheureux que j'étais enseignant au lycée Niabo de Ziguinchor.
jusqu'en 92 avant d'en être le proviseur pendant 18 ans. Et j'ai vu que le conflit, bien entendu, a pu entraîner dans son sillage d'anciens élèves du lycée Guignamo de Ziguinchor, dont certains sont devenus des combattants et des chefs, vraiment de véritables chefs de guerre. Cela m'a particulièrement attristé, m'a profondément choqué, parce que la vocation de l'école et la vocation des enseignants que nous sommes, c'est bien entendu de former des jeunes sénégalais pour que, par le diplôme, ils aient une promotion sociale. Mais nous n'avons jamais eu, bien entendu, comme vocation de former des jeunes qui vont prendre la Kalachnikov. Et pour cette raison, j'étais particulièrement malheureux. Et à l'idée que certains de mes élèves sont dans les différents cantonnements du MFDC, etc., ça m'avait particulièrement chagriné. Et j'ai pensé que j'avais le devoir et l'impérieuse nécessité d'essayer de comprendre ce conflit et d'aider véritablement à sa résolution. Je termine enfin par le fait que, pour l'historien que je suis, pour la première fois, l'historien vit en direct une histoire, le conflit. Et pour ces raisons, bien sûr, ça m'a particulièrement intéressé. Et tout ce que cela emporte comme conséquence, les pertes en vie humaine qu'on a vécues, les mines et ses conséquences, les déplacés, des populations déplacées, tout cela, ça vous a trouvé là et vous étiez au courant de tout. Oui. Vous savez, on évoque souvent les pertes en vie humaine. C'est vraiment, j'ai envie de dire, le sommet dans les luttes armées de ce genre. Mais il y a un aspect qui est extrêmement important, c'est vraiment la déchirure du tissu social. Le tissu social casamançais a été particulièrement affecté par ce conflit. Pour exemple, au fort véritablement de la guerre, c'est-à-dire ce qu'on appelle les années de braise, à cette époque vraiment des années de braise, nous avons vu se développer véritablement la délation, la calomnie, disons, les accusations qui ont pu entraîner quelquefois des représailles terribles. Mais nous avons vu également des combattants ou des soldats de l'armée se retourner contre effectivement des populations civiles qui ont payé un lourd tribut véritablement de ce conflit. Donc il y a les pertes humaines, il y a les profondes déchirures sociales qu'il y a eu, la cohésion sociale a implosé, et enfin, comme je l'ai dit au tout début, ces élèves, braves élèves que nous avions dans les classes, etc., je me mettais à l'idée que certainement, ils sont en train de vivre des situations particulièrement pénibles dans la brousse casamançaise. Et cela m'a affecté. Autre aspect, sur l'aspect social, on a constaté qu'il y avait même des familles où des membres de la famille étaient des soldats de l'armée, et de l'autre côté, des membres sont du MFDC, des porteurs d'armes. Ça a été une frustration profonde et pleine de sens. Tout à fait. Je connais par exemple un chef de guerre qui m'a dit que lui, il est combattant, etc., mais qu'il a effectivement un frère qui était dans l'armée sénégalaise. Donc c'est des situations très cocasses qu'on n'aurait jamais souhaité véritablement au sein d'une communauté nationale comme la nôtre, mais malheureusement on a pu constater véritablement ce genre de situation très cocasse, etc., qui était très malheureux, qui montrait jusqu'à quel point vraiment le conflit a impacté sur la société. Professeur Noah Cissé, c'est tout un pan de l'histoire de la Casamance qu'on évoque aujourd'hui, mais à ce stade, nous parlons de paix, de processus de paix, des acquis ont été obtenus, notamment avec les accords signés, vous l'avez tout à l'heure évoqué, mais ce qui a été beaucoup plus marquant, c'est le dépôt et l'incinération des armes de la faction de Diakaye. Comment vous avez trouvé la portée de cet acte, notamment le dépôt et l'incinération des armes de Diakaye? Écoutez, moi je pense que ça a été un acte vraiment salutaire. Ça a été un acte de très haute patriotique, des citoyens
qui s'étaient perdus les uns les autres et qui se retrouvent. Et je crois que c'est au bout d'un processus extrêmement important, vraiment d'échange avec les communautés qui avait fini par donner vraiment ce résultat. C'est le parachèvement d'un travail extrêmement important et il faut saluer ici, bien entendu, les bonnes dispositions et la compréhension des enjeux que les combattants de Jakaï ont eu, ainsi que tout ce qui les accompagnait effectivement dans ce processus. C'est un acte fort. Il ne règle pas définitivement le conflit en Casamance, parce qu'il y a encore des zones non encore impliquées vraiment dans le processus comme on devrait s'y attendre. Mais je pense effectivement que ça a un effet disons, tout à fait positif sur le cours véritablement de la gestion de ce conflit. On continue à gérer encore le conflit et ces actes forts posés au niveau de Jakaï par la fraction de cette zone, mais également à Bissau par César Atoute et ses hommes, convergent véritablement vers la consolidation vraiment de la paix à partir de l'acceptation des combattants à déposer les armes, pour une partie à incinérer effectivement ces armes et à faire exploser les mines. Pour l'autre partie, bien entendu, le principe du dépôt est retenu. Maintenant, il s'agit d'aller vraiment à la phase de matérialisation comme Jakaï a eu à le faire. Oui, Jakaï l'a fait et ça a été salué par plus d'un. Les acteurs de ce processus donc ont applaudi. Et toute la Casamance a salué justement cet acte de courage, parce qu'il faut le dire ainsi. Et pendant ce temps, les factions telles que les factions de Salif Sadio et de César Atoute Badiat se campent visiblement sur leur position. À ce rythme, dites-nous comment convaincre ces derniers à suivre les pas de Jakaï. Écoutez, moi je pense qu'il faut continuer dans la même logique. Oui. Celle-là qui consiste vraiment à convaincre tout le monde qu'il n'y a pas de place à une victoire par les armes. C'est déjà depuis 1993-94 que le géopolitologue français Claude Maru le disait dans son livre intitulé « Le conflit de Casamance, ce qu'en disent les armes ». Déjà, il montrait à cette époque dans son livre que le Sénégal n'a pas gagné la guerre, mais que le MFDC n'a pas obtenu l'indépendance. Autrement, personne n'a gagné, personne n'a perdu. Et il faut donc aller au règlement du conflit par les négociations. Je pense que c'est la concrétisation précisément de cet impératif qui fait que Jakaï a accepté effectivement de discuter, que le Front Sud a accepté de discuter. Maintenant, il est évident que dans des situations comme ça, il est difficile d'obtenir l'unanimité. Il y a toujours véritablement des caciques à dire non, nous ne voulons pas de ça, etc. Et qui veulent en découdre véritablement avec l'État du Sénégal pour l'indépendance. Mais je pense effectivement qu'il faut reconnaître que ceci est une quête, je ne dirais pas irréalisable, mais pas de sitôt réalisable. En conséquence de quoi, faisons l'économie des pertes en vie humaine, faisons l'économie de la situation économique, sociale, terrible que la Casamance a vécu pendant ces 42 ans. En faisant l'économie de tout cela, on pourrait comprendre parfaitement que les uns et les autres se retrouvent autour d'une table de négociation. C'est les efforts qu'il faut engager en direction de Salif Sadio et de ses hommes, mais c'est également les efforts à engager au niveau de combattants du Sud qui, à la suite véritablement d'une opération de sécurisation, ont migré vers la partie atlantique, vers le Kassai, etc. Il faut travailler véritablement à les ramener, pour moi, à la raison, en trouvant la solution
pacifique au conflit. Il y a d'autres même qui craignent l'apparition de nouvelles générations de jeunes combattants. On peut craindre cela également. Oui, ce n'est pas à éviter, plutôt à exclure. Mais je pense que le niveau véritablement de développement du conflit et ce que ça a vraiment créé comme situation extrêmement difficile, rebondir sur la revendication indépendantiste n'est pas, comment dire encore, nécessairement une vue de l'esprit, mais j'ai envie de dire effectivement que ça pourrait passer difficilement à l'heure actuelle. D'accord. Et c'est pour ces raisons d'ailleurs que tout le monde devrait travailler un peu à la question de la pacification. On doit le faire parce que la question sécuritaire maintenant est devenue une question extrêmement importante. Imaginez un peu tout ce que l'on dit du Mali, tout ce que l'on dit du Burkina, tout ce que l'on dit du Niger, qui sont des États qui ne sont pas loin vraiment d'ici. Et comme le disent un peu les géostratèges, il y a une ceinture de feu vraiment à l'est du Sénégal. Et dans des situations comme ça, les fragilités, ce qu'on appelle les fragilités, peuvent être effectivement mises à profit par, j'ai envie de dire, l'extrémisme violent, peuvent être mises à profit par le djihadisme, bref, par beaucoup, j'ai envie de dire, de nouveaux dangers. Et si ça trouve une Casamance encore fragile, ça peut être difficile. C'est pour ces raisons, je pense, que nous devrons tous comprendre que aujourd'hui, le problème n'est pas effectivement de se battre pour l'indépendance, mais c'est de préserver la tranquillité, la sécurité vraiment que l'on connaît dans notre pays. Si. Et ne pas fragiliser cela. C'est sûr, c'est sûr. Et sur ce, la dynamique enclenchée pour une paix définitive est sur la bonne voie, nous l'avons tout à l'heure évoqué. Et ce qu'il faut, c'est comment maintenir véritablement cet élan. Absolument. Afin qu'on ne se retrouve pas, encore une fois, dans une situation inconfortable. Et ça demande tout un dispositif qu'il faut autour. Et c'est quoi exactement pour qu'on puisse réussir à maintenir cet élan de dynamique de paix bien rassurant qu'auparavant, professeur? Il faut d'abord sécuriser les biens et les personnes. Sécuriser les biens et les personnes, c'est penser effectivement au danger auquel se trouvent pratiquement les communautés. Il y a une partie de la Casamance qui est encore polluée par les mines, avec de graves risques qu'il peut y avoir. Ça, c'est un élément important. L'autre élément important, c'est que la situation présente offre des zones de fragilité, des zones où, par le développement de la guerre pendant ces 42 ans, a produit véritablement la pauvreté et a introduit une économie criminelle. L'économie criminelle, bien entendu, c'est la forêt qui est saccagée, abîmée par la coupe de bois de chauffe, la coupe de bois pour le charbonnage, mais aussi la coupe de bois d'œuvre. Toutes ces raisons ont introduit une économie criminelle. Mais il y a également, et ce n'est un secret pour personne, bien entendu, la culture véritablement du chanvre indien, qui est une drogue que l'on combat ici. Donc, ces fragilités nous interpellent pour que véritablement, on ne laisse pas la région en lambeaux. Il faut rapidement faire face en déminant, en dépolluant les zones. Il faut travailler véritablement à faire disparaître cette économie criminelle. Tout cela requiert que l'État soit aux côtés des populations et les accompagne dans leurs différentes stratégies de développement, leurs stratégies de survie pour certaines.
Oui. L'autre équation dans cette affaire, c'est lié justement à la problématique de l'accompagnement et de la réinsertion des ex-combattants. Se pose, quelle est selon vous la solution que vous allez préconiser pour donc éviter un regret de la part des combattants d'avoir déposé les armes, parce qu'il faut il faut entretenir justement cette dynamique du début jusqu'à la fin. Ils ont déposé, et qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils ne puissent pas regretter le fait de déposer les armes pour changer véritablement de dynamique? Ce qu'il faut premièrement, c'est ce qu'on peut appeler une approche communautaire. La question véritablement du redressement de la Casamance et de l'avènement de la paix n'est pas liée simplement aux combattants qu'il faut entretenir. Je crois qu'il faut les entretenir, mais il faut surtout que ça se fasse dans une dynamique communautaire. Vous avez des zones qui sont aujourd'hui des zones extrêmement pauvres, pour ne pas dire appauvries par le conflit. Il faut en prendre compte. Il faut effectivement soutenir les combattants qui ont accepté la paix en lieu et place de la guerre. Mais il ne faut pas tomber dans le travers de la prime, disons, à la guerre. La prime à la guerre, c'est-à-dire considérer que ceux qui doivent être appuyés, ce sont seulement les combattants. Ça, c'est la prime à la guerre. Ce conflit a affecté tout le monde. Il est vrai qu'il y avait des combattants en première ligne. Il faut effectivement s'occuper d'eux, mais il faut s'occuper des populations, des communautés qui ont subi les affres de la guerre. Comme ça éviterait de faire penser que ce sont ceux qui ont pris les armes qu'on a soutenus. Or, les communautés, elles ont subi le conflit. C'est pourquoi l'approche doit être communautaire, inclusive, pour que tout le monde trouve petit à petit son compte dans le règlement définitif de ce conflit. Justement, et la réinsertion n'est pas seulement propre aux combattants, mais aussi ça intéresse les populations déplacées et réfugiées de retour. Donc, quelle appréciation avez-vous à faire de l'initiative du gouvernement de Ousmane Sonko, qui a récemment parlé d'une convocation sous peu d'un conseil interministériel à cet effet? Oui, pour aborder cette question, permettez qu'avec votre télévision, je puisse rendre, ou plutôt que j'ai une pensée pieuse pour M. Abdou Ndoukour Kach, qui vient de rendre l'âme et qui a été un des grands artisans véritablement de la pacification dans le Kassa, mais particulièrement la lutte contre les mines. C'est sûr. Alors cette parenthèse fermée, je pense effectivement que l'État a le devoir régalien de faire face aux communautés qui sont en souffrance. La Casamance est en souffrance. Et l'initiative, disons, de consacrer de manière particulière aussi bien la réflexion que l'accompagnement des communautés en difficulté est pour moi vraiment bienvenu. Et si le gouvernement s'y attelle, ce sera tant mieux, vraiment, nous allons tous applaudir, parce qu'il faut très rapidement que la Casamance rejoigne le peloton des régions vraiment qui sont dans une dynamique véritablement de sortie de la pauvreté. Nous devons être accompagnés, parce que, en plus du fait que nous partageons le même sort des difficultés économiques avec toutes les régions, il y a les 42 ans de guerre qui ont enfoncé davantage la Casamance. Donc il faut travailler à prendre en charge, travailler, disons, à marcher sur les deux jambes. La jambe de la prise en charge de tout le Sénégal dans le cadre d'un programme de développement économique, social et culturel. Mais l'autre jambe, c'est la prise en charge spécifique de la Casamance qui a souffert 42 ans durant. C'est que toutes les conditions sont réunies en quelque sorte, parce que la Casamance est bien servie par le Tout-Puissant, allons-nous dire. Et au-delà de ce conflit, M. Noah Cissé, je rappelle que vous suivez les grandes lignes. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être reçus par Noah Cissé. Il est historien, il est membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, GRPC, membre du conseil, du comité scientifique
de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, qui a également marqué à sa manière cette journée. Mais également, Noa Cissé était l'ancien président du Casasport. Nous allons en parler justement en fin de cette émission. Dites-nous, au-delà du conflit armé en Casamance, la jeunesse sénégalaise semble opter en quelque sorte pour l'argument de la force plutôt que la force des arguments dans la revendication de ses droits. Comment comprendre cette banalisation de la violence qu'on a constatée ça et là, surtout chez les jeunes, M. Cissé? Écoutez, pour moi, c'est lié un peu aux questions de gouvernance. Et la malgouvernance a pour effet, bien entendu, de mettre dans la rue la frange la plus affectée par, j'ai envie de dire, la pauvreté, par les crises et autres. Et cette frange, c'est vraiment la frange qui est la jeunesse. Ça ne date pas d'aujourd'hui. En 1968, il y a eu ce qu'on appelle les événements de mai 68 qui ont vu déferler dans les rues, surtout de Dakar et des grandes villes du pays, la jeunesse scolaire et estudiantine pour protester contre la gouvernance du président Léopold Sédar Senghor, qu'on avait accusé de tous les noms, d'être l'agent des Français, d'avoir favorisé le néocolonialisme, etc., etc. Et ça a particulièrement marqué la jeunesse. Oui. C'est là qu'il s'est radicalisé. Bien sûr, prolongeant les grandes revendications des étudiants français, en 68, surtout les étudiants de Nanterre et autres. Ça, c'est une des premières. Mais on a vécu également 88, 1988, qui a vu la forte aspiration de la jeunesse à voir véritablement s'instaurer une alternance. Abdoulaye Wade, en l'occurrence, en lieu et place de Abdou Diouf, avec des élections qu'on a soupçonnées d'être profondément truquées, etc., etc. Et là, il y a eu une déferlante vraiment de la jeunesse dans les rues du Sénégal, particulièrement de Dakar. Il y a également les événements de 94 qu'on a connus. Et c'est à l'occasion de ces événements de 94 d'ailleurs que Abdoulaye Wade, Landing Savané et autres auront été arrêtés. Oui. Ensuite, mais sous un autre rapport, nous avons vu l'enthousiasme avec lequel les jeunes se sont impliqués dans les élections de 2000 pour que l'alternance puisse advenir. Parce qu'il y avait comme une sorte de ras-le-bol de tout ce qui s'est passé depuis Senghor jusqu'à la fin du règne de Abdou Diouf, et on voulait véritablement le changement. Oui. Les déceptions depuis lors, bien entendu, ont très fortement marqué les jeunes qui aspiraient avec les alternances à voir leur sort s'améliorer, etc., etc. Mais on a entendu un président parler de la jeunesse malsaine, etc. Et on a vu également des jeunes prendre des pierres contre effectivement ceux qui nous dirigent. Donc, cette situation est une situation qui traverse un peu le Sénégal depuis son indépendance. Oui. Cette sorte de grosse frustration et de ras-le-bol véritablement des jeunes Sénégalais, on l'a vu. Oui. Et je crois que les événements des trois dernières années, jusqu'à l'alternance qu'on a connue il y a 3-4 mois, indique véritablement que la question de la jeunesse est un grand problème. Oui. On n'a pas encore trouvé de solution, mais la jeunesse doit être au cœur des politiques, des nouvelles politiques vraiment que l'on doit développer dans notre pays. Justement, nous parlons également de l'Université Assane Seck de Ziguinchor quand on sait que gouverner, c'est prévoir des menaces ont été donc des menaces planent sur la prochaine année universitaire. Quand on se rappelle les étudiants à la fermeture de la récente année universitaire, nous avons entendu les étudiants menacés justement dès l'ouverture prochaine de l'année universitaire qu'ils vont aller en grève encore une fois parce que des chantiers sont inachevés au niveau de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Vous êtes médiateur au niveau de cette université, on vous a vu à l'œuvre quand les choses deviennent tout peu compliquées. Êtes-vous en train de faire quelque chose pour qu'on ne puisse pas arriver à un stade où encore une fois, les étudiants vont bloquer la marche de l'université à cause des chantiers inachevés?
Écoutez, moi je n'ai que des mots pour véritablement trouver une solution à ça. Mais je puis vous dire quand même que au fur et à mesure, cette question devient lancinante et harassante, devient une question quand même qui gêne. Les chantiers ont commencé en 2015, inaugurés ici par la pose de la première pierre avec le président sortant, M. Macky Sall. Depuis lors, les choses sont à la traîne. Et chaque année que Dieu fait, les revendications, les plateformes revendicatives portent en grande partie sur l'achèvement des travaux, des chantiers. Cela devient, j'ai envie de dire, récurrent, gênant, etc. Et on n'a pas le sentiment que les autorités veulent régler définitivement cette question. Je garde cependant l'espoir que récemment, avec la visite de monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, que M. Abdourahmane Diouf, qu'il ait visité effectivement l'université et qu'il ait fait un certain nombre d'annonces fortes à même vraiment d'apaiser le climat à l'université, aussi bien au campus social qu'au campus pédagogique. Mais les étudiants ont pu faire observer que ces promesses qui ont été faites, que pendant cette période de vacances, qu'on n'ait pas vu des ouvriers sur les chantiers. Et le problème, c'est de dire, si les ouvriers ne sont pas sur le chantier, ça signifie qu'à l'ouverture, mais la situation qui était là quand M. le ministre est passé, va être une situation en l'état. Et donc, leur préoccupation, c'est que ces promesses-là, qui étaient des promesses relevant véritablement des revendications minimales, qu'elles soient prises en charge pour que véritablement la rentrée se fasse dans de bonnes conditions. J'espère et je garde vraiment le grand espoir qu'on fera effectivement des efforts là-dessus. Mais en tout état de cause, il me semble que monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur devrait recevoir très bientôt les étudiants et certainement que cette question sera effectivement à l'ordre du jour. Vivement que des solutions puissent être trouvées parce qu'il le faut. L'année universitaire ne doit pas être perturbée pour ces questions. Nous parlons sport. Je disais tout à l'heure qu'il était président du Casa Sport. Il a beaucoup œuvré pour le rayonnement de ce club fagnon du Sud. Le sport, M. Cissé, qui est aussi facteur de paix, d'autant plus qu'on parle de paix en cette journée du 21 septembre, mais aussi un facteur de conflit. Vous étiez président du Casa Sport. Le Casa, l'année dernière, avait échappé à la relégation en D1. Comment avez-vous vécu, vous, étant ancien président du Casa Sport, ces moments sombres pour le club où on était à un niveau où ça allait basculer dans une dimension inattendue? Oui, attendez, il faut que je dise d'abord que le Casa Sport est un grand club. Le Casa Sport est un club unificateur, vraiment des Casamassés. Je dis souvent que si la religion nous divise en Casamance, si les partis politiques nous divisent en Casamance, le Casa Sport nous unit. Et ça, ce caractère très fort du Casa Sport me semble être un atout pour la Casamance. Et ensuite, disons que le Casa Sport, en pleine période de conflit vraiment de la région, a montré jusqu'à quel point les Casamassés sont attachés effectivement à ce club. Pour une parenthèse, quand nous gagnions des coupes en 2009, 2010, 2011, 2012, nous passions par la Gambie en empruntant ensuite la route du Djibouti. Je puis vous affirmer que le long du chemin, ce n'est pas une ni deux fois que nous avons eu le plaisir et la curiosité de voir des combattants sortir effectivement et attendre le convoi du Casa Sport sur la route. C'est pour dire que le Casa Sport, chacun avait le Casa Sport à cœur. Et pour moi, cela est très important. Et c'est pourquoi, quand le Casa Sport vacille, c'est-à-dire dans des difficultés, c'est vraiment
les Casamassés, dans leur frange la plus sensible, la frange des jeunes, la frange des sportifs, c'est cette frange-là qui est ébranlée. Et c'est pour ces raisons que l'année dernière, bien entendu, ou la saison passée, les gens effectivement étaient très préoccupés par le sort du Casa Sport. Oui. Mais je précise que le Casa Sport vient de loin quand même. Parce que depuis 1981, depuis le lendemain de la finale ratée, oui, jusque pratiquement en 2007-2008, le Casa Sport était dans le creux de la vague. Ah, on était en deuxième division, oui, on a même frôlé la troisième division, etc. Le Casa Sport a été repêché par la volonté vraiment de la Fédération sénégalaise de football. Sinon, nous aurions croupi encore en deuxième division. Mais on nous y a sortis et il fallait maintenant faire en sorte que ce Casa Sport vraiment ne connaisse plus cette mésaventure de descente en deuxième division. Oui. C'est pour ces raisons que tout le monde s'est mobilisé. Alors, voir cet édifice qui est particulièrement, j'ai envie de dire, envié et autres, voir cet édifice-là s'écrouler, oui, le traumatisme pouvait être très grand. C'est pourquoi vous pouvez comprendre combien l'année dernière, la saison écoulée, pardon, les gens ont été préoccupés par le sort du Casa Sport. Descendra-t-il, ne descendra-t-il pas? Oui. C'était l'expression d'une angoisse parce qu'on connaissait déjà vraiment la relégation en division inférieure. Il ne fallait plus tomber dans cela. J'espère que les mesures vont être prises pour la nouvelle saison, pour vraiment reprendre sur vraiment de meilleurs auspices. Oui. Mais je termine là sur cette question. Si vous n'avez pas d'observation par rapport au Casa Sport, je voudrais rendre un hommage au président Seydou Sané, oui, qui, dès son avènement, a fait de moi le président d'honneur du club. Et je le demeure, etc. À ma grande satisfaction morale et tout, mais également, j'essaie autant que possible d'être à ses côtés, d'être aux côtés du comité directeur pour les accompagner. On vous a vu pendant les moments difficiles à ses côtés, Seydou Sané. Exactement, voilà. Et tant bien que mal, il se bat parce que pendant ces moments, il a toujours gardé l'espoir. On se rappelle des propos qu'il tenait, justement, que le Casa Sport tiendra le tunnel avec les conditions difficiles parce qu'en ce moment, le Casa Sport jouait au niveau de Kolda. Mais cette année, l'espoir est permis. En tout cas, on le souhaite bien que le Casa Sport puisse retrouver son public de Ziguinchor. Et cela aussi a un pesanteur sur, justement, le club, retrouver son public de Ziguinchor. Ça permet les joueurs d'être dans des conditions d'exploit, n'est-ce pas? Oui, je veux mettre un peu de bémol là-dessus. Il ne faut pas perdre trop de fixation sur le rapport Casa Sport, Stade Aline Sitoé Diatta, Casa Sport, Stade de Kolda ou Casa Sport demain, Stade de Sédhiou, etc. Le Casa Sport est en partage avec tous les Casamassés. Oui. Non, ce n'est pas un club comme par exemple la Linguère qui est la Linguère de Saint-Louis ou le Djaraf qui est le Djaraf de Dakar. Ici, c'est le Casa Sport. C'est un acronyme, mais la signification c'est Casamance Sporting Club. C'est ça que signifie Casa Sport. Casa est une abréviation. Oui. Donc on l'a en partage. C'est-à-dire qu'autant il y a des supporters du Casa Sport ici à Ziguinchor, qu'à Kolda, à Sédhiou, un peu partout à travers la région. Donc on ne doit pas se faire trop de fixation. Et pour moi, cette sorte d'identification du Casa Sport à la seule ville de Ziguinchor, etc., c'est très réducteur. Nous l'avons en partage avec Bignona, nous l'avons en partage avec tous les autres. Et ce qu'il y a aussi, et c'est aussi la réalité des clubs. Les clubs se déplacent. Ils partent à Kolda, ils jouent. Oui. Mais de la même manière, ils partent à Saint-Louis jouer. De la même manière, ils partent à Louga jouer. Oui. Ils se retrouvent à Diourbel, etc., etc. Donc, le problème, c'est moins lié pour moi, mais vraiment à la question du terrain. Moi, pendant mon magistère, pendant que j'étais président, nous avons joué, je crois, 2 ans à Kolda. Mais quand on va jouer à Kolda, les tribunes sont pleines. La tribune est remplie. Etc. Et il y a vraiment une ferveur autour du Casa Sport. Ce qu'on doit faire, c'est vraiment bâtir une équipe où les gens doivent comprendre
qu'il leur arrivera d'aller jouer à Conakry, il leur arrivera d'aller jouer à Abidjan, ailleurs. C'est tout ce qu'on souhaite. Oui. Le problème, c'est d'être compétitif. Il faut mettre en place une équipe compétitive pour qu'elle soit prête à jouer partout où le devoir l'appellera. On parle tous du sport, c'est la dernière d'ailleurs question. Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, sous les projecteurs récemment, malgré ses performances jamais égalées par ses prédécesseurs à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, on l'a vu en remportant la Coupe d'Afrique notamment. Pensez-vous qu'il est temps pour ce sélectionneur qui a véritablement marqué l'histoire du football sénégalais de jeter les éponges, pour ne pas dire de démissionner, conformément à ce que certains Sénégalais demandent sur la toile ou partout? Je connais Aliou Cissé. Je connais Aliou Cissé. Il n'est pas de tempérament à abdiquer devant des preuves. Et c'est comme à tous les entraîneurs. Le football, c'est un peu ce phénomène social qui a ses beaux jours comme ses mauvais jours. Il y a 2-3 ans de cela, nous avons vu la déferlante à Dakar. Quand nous sommes rentrés du Cameroun. Avec la coupe. La déferlante. Oui. Oui. Ensuite, quand nous sommes rentrés effectivement de Yamoussoukro, à l'aéroport, nous avons vu l'accueil très peu amène d'Aliou Cissé. C'est comme ça que va le sport. En particulier, le sport collectif comme le football, le rugby, le volley, etc., etc. Il y a de beaux jours et il y a des jours sans. Quand cela arrive, bien entendu, il faut d'abord l'accepter, parce qu'on n'est jamais toujours gagnant. Oui. Quand on regarde dans le rétroviseur, vous avez des grandes nations du football. Moi, quand je regarde la Hongrie jouer, mais je me dis que c'est extraordinaire. Moi, jeune, nous entendions parler de la Hongrie, nous suivions les reportages de Thierry Laurent, etc., sur les matchs, comment déjà encore, d'Europe et les matchs de Coupe du Monde. La Hongrie était une grande nation de football. La Roumanie était une grande nation de football. La Tchécoslovaquie, divisée aujourd'hui en Tchéquie et en Slovaquie, c'était vraiment de grandes nations de football. Vous imaginez que ces nations ont pratiquement rétrogradé. C'est aussi ça. Est-ce que c'est la démission qui règle le problème? Il n'est écrit nulle part que celui qui va le remplacer va faire mieux. Autant donc pour moi, tenir compte du fait qu'on veut des résultats. En attendant, les résultats n'arrivent pas. Il faut qu'on lui porte la critique, mais qu'on laisse terminer le mandat pour que vraiment il parte. Parce qu'aussi, je pense que c'est un entraîneur auquel on ne doit pas donner un coup de pied. Malgré tout. Oui. Malgré tout ce que l'on peut dire, on ne doit pas lui donner un coup de pied. Oui. On doit effectivement lui permettre de sortir dignement. Parce que n'oubliez pas quand même que c'est depuis 60 que nous sommes à la quête de la Coupe d'Afrique. Moi, j'ai souvenir encore. Parce que j'ai été petit footballeur, attention, j'ai été petit footballeur, j'ai suivi véritablement le football, je l'ai suivi, c'est ma passion. Mais enfin, depuis ces époques-là, nous qualifier même en Coupe d'Afrique, c'était un problème. On est sorti de l'auberge en 86 avec les Caire. Mais sinon, depuis lors, nous étions dans le creux de la vague. Oui. Ensuite, bon, il a fallu 2002 pour qu'on se retrouve vraiment à une finale. Oui. Avec la génération des nous avons dépassé cette étape. Oui. On s'est retrouvé effectivement en Coupe du Monde. 2002, et voilà que par 2 fois, 3 fois, on se retrouve également en Coupe du Monde. Oui. Ne crachons pas sur ces résultats-là, mais en même temps, encourageons Aliou à comprendre qu'il y a un moment, vraiment, il faut pouvoir partir. Et ce n'est pas encore le bon moment, ou bien? Je ne suis pas sûr. Vous savez, changer un capitaine en pleine mer, avec les vagues, etc., le flot, les risques de tempête, etc.,
c'est davantage encourager le bateau au naufrage. Alors, on ne le souhaite pas, on ne le souhaite pas. Voilà. On ne le souhaite pas en tout cas. Mais merci pour M. Cissé d'avoir accepté d'être notre invité et de nous recevoir chez vous ici au HLM Néma. C'est tout un plaisir. À Kansaoudi plutôt. Mon quartier. Votre quartier. On appelle aussi le quartier latin. Le quartier latin. Et pourquoi le quartier latin? Je n'ai pas demandé à mes tuteurs Mancagne pourquoi le quartier. D'accord, on va chercher. C'est un quartier où il fait bon vivre. Machallah, on l'a constaté nous aussi. Mais un plaisir de vous recevoir, tout en espérant de vous avoir très prochainement pour un autre numéro. Votre dernier mot pour cette émission d'aujourd'hui? Mais c'est de remercier tous vos téléspectateurs, de remercier effectivement tous les Casamassés, tous les Sénégalais qui s'impliquent dans cette pacification de Casamance, vraiment qui s'est engagé, et faire en sorte que sous peu, que ça devienne seulement un mauvais souvenir pour tout le monde. C'est le souhait de tous. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour votre numéro d'aujourd'hui. Les grandes lignes, c'était un plaisir de vous présenter cette émission en compagnie de l'équipe technique Lansana Sadio. Ils sont des hommes de l'ombre, on les voit rarement. Lansana Sadio, Sekou Sek, Papi Issar, mais également Patricia, qui assure aujourd'hui la même mise technique pour vous servir. C'était Ansoumana Da Silva, votre fidèle serviteur. Amis téléspectateurs, internautes et auditeurs du groupe Média du Sud, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission Les Grandes Lignes.